Clairement, de tous les arguments, celui-ci est le plus légitime. Ça n'a aucun sens. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise. Il n'y a pas de débat sur le fait que notre consommation de viande, comme nous l'avons pratiqué ces 50 dernières années, est une catastrophe pour l'environnement. Néanmoins, ça ne veut pas dire que manger de la viande est forcément néfaste. En fait, il est possible de changer nos habitudes de consommation de manière à réduire drastiquement l'impact environnemental sans pour autant se priver totalement de viande. Et avant de me juger, quel que soit ton positionnement, s'il te plaît, regarde la suite du raisonnement et après, je suis complètement ouvert au débat dans les commentaires. Je te répondrai avec grand plaisir. En gros, dans cette vidéo, on va parler de comment la viande impacte l'environnement aujourd'hui, du moins ce qu'on en dit et ce qu'on lui reproche. Ensuite, on va voir quelle est la vérité derrière chacune de ces problématiques, quelles sont les solutions que nous et que toi, tu peux mettre en place en tant que consommateur. Et enfin, on va également je te parlerai de 4 étapes, 4 actions que tu peux mettre en place pour contribuer à ces solutions. Sur ce, on est parti. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et parfois, je fais le lien avec la problématique environnementale parce que c'est aussi un sujet qui me touche. Sur ce, on démarre avec les principaux problèmes liés à la consommation de viande. On va voir effectivement qu'il y a plusieurs soucis liés à la consommation de viande, en tout cas à ce qu'on lui reproche. Certains sont plus avérés et légitimes que d'autres, là aussi on va creuser un petit peu ça, mais en gros, les principaux sont l'utilisation d'espaces agricoles, c'est-à-dire qu'élever du bétail monopolise des terres qu'on pourrait solliciter pour l'agriculture et contribue à la déforestation. Ensuite, la consommation d'eau. Produire de la viande consomme beaucoup plus d'eau que l'alimentation végétale. En troisième, on a la production de méthane. Le bétail, et en particulier les vaches, produisent beaucoup de méthane, qui est lui-même un gaz à effet de serre et qui donc contribue au réchauffement climatique. Et enfin, on a la nourriture, la consommation alimentaire, c'est-à-dire que ce bétail, il doit bien être nourri, et il est nourri avec de la nourriture que potentiellement pourrait tout simplement donner aux êtres humains, et donc c'est pas vraiment rentable d'élever du bétail pour la consommation de viande. Et maintenant qu'on a posé ces problématiques sur la table, je te propose de les adresser un par un. Moins de bétail, plus de terre, plus de plantation, plus de nourriture pour les hommes, plus de nourriture pour les hommes, plus de nourriture pour les hommes. En gros, l'argument, c'est de dire que le bétail aujourd'hui consomme beaucoup de place, beaucoup d'espace qu'on pourrait utiliser pour l'agriculture et donc faire de la nourriture pour les hommes et qui serait plus rentable et aurait un impact écologique moindre qu'avec la production tout simplement de viande. Le problème, c'est que dans la réalité, 60% des terres agricoles sont tout simplement des pâturages sur lesquels on ne pourrait pas produire parce qu'ils sont trop rocailleux, trop secs, les sols sont trop peu fertiles, etc. Ce qui veut dire que ces mêmes terres agricoles, sans le bétail, seront en fait inutilisables et donc, inutilisées. Donc cet argument en soi n'est pas réellement pertinent, sauf si on se met à abandonner des terres qui sont fertiles pour la production de bétail. Là, ça deviendrait un problème. Et donc, cet argument en soi est plus pertinent si là on parle plus d'élevage industriel, notamment certains parcs d'engraissement qui utilisent ces terres fertilisables. C'est un vrai problème, mais on y reviendra juste après. Quant à la déforestation, c'est en fait particulièrement un problème au Brésil. C'est-à-dire que tant que tu ne consommes pas de viande qui vient de là-bas, il n'y a pas de raison que ta consommation de viande contribue à ce problème. Il faut 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande. T'as certainement déjà entendu ce chiffre choquant. Le problème, c'est qu'il cache une partie de la vérité. En fait, on distingue 3 types d'eau dans l'agriculture, à savoir l'eau bleue, l'eau verte et l'eau grise. Si tu veux creuser le sujet, je te mets des liens en description comme d'habitude, mais pour mieux comprendre la suite, je te propose de voir les définitions officielles de ces 3 eaux. Donc on a l'eau bleue qui est l'eau captée pour les usages domestiques et agricoles. Elle est aussi définie comme l'eau douce de surface ou souterraine, qui, autrement dit, l'eau douce des lacs, des rivières et des aquifères. Ensuite on a l'eau verte. Donc l'eau verte c'est l'eau de pluie stockée dans le sol qui sera évaporée, transpirée ou assimilée par les plantes. Ensuite on a l'eau grise qui est la quantité d'eau fraîche nécessaire pour diluer suffisamment l'eau usée rejetée et la rendre à nouveau disponible pour un autre usage. Tu l'auras compris, ce qui nous intéresse ici, c'est l'eau bleue. Tout simplement parce qu'on ne peut pas aller boire l'eau dans les sols.
Donc si les vaches consommaient 15 000 litres d'eau bleue pour 1 kg de viande, ça serait un énorme problème. Heureusement, c'est pas le cas. Il faut savoir que les vaches ne couvrent que 2 à 8% de leurs besoins en eau avec de l'eau bleue. Le reste, c'est de l'eau verte. Et plus la vache dont la viande que tu consommes va être nourrie à l'herbe, donc plus la proportion de son alimentation sera dédiée à l'herbe, plus elle va avoir de cette eau verte contenue dans l'herbe, et donc moins elle va consommer d'eau bleue. Et donc concrètement, ça revient à combien ? Compte 2300 litres pour 1 kg de viande traditionnelle et entre 400 et 800 litres pour 1 kg de viande nourrie à l'herbe. Tu me diras, ça paraît toujours énorme, et t'as bien raison. Mais là, on est en train de parler de la consommation de viande pour la nourriture humaine par rapport à la consommation végétale. Donc c'est important de comparer avec le fait que notamment pour 1 kg de riz, on a besoin de 550 litres d'eau bleue. Et le pire par exemple, ça va être les noix. On est à 2800 litres pour 1 kg de noix de Grenoble et ça va jusqu'à 4200 litres pour les amandes. Et ça, c'est sans compter le rendement nutritionnel. 1 kg de bœuf aura beaucoup plus de nutriments, de vitamines, également d'apports en protéines par exemple que le riz. Au niveau nutritionnel, c'est beaucoup plus intéressant. Donc l'argument de la consommation de l'eau est pertinent en fonction de ce que tu manges à la place de la viande et également en fonction de l'origine de la viande que tu manges. A noter donc, j'insiste, qu'une viande nourrie à l'herbe va consommer 4 fois moins d'eau bleue qu'une viande traditionnelle nourrie aux céréales, comme tu peux en avoir donc dans les viandes industrielles. Si tu souhaites mieux comprendre à quoi correspond la viande nourrie à l'herbe, en particulier en France, j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet, je te la mets là si jamais ça t'intéresse. L'argument de la production de méthane est clairement beaucoup plus problématique, cela dit, il est quand même à prendre avec quelques pincettes. Le bétail industriel produit énormément de méthane, mais c'est en partie dû à son mode d'élevage. En fait, si tu veux, la bouse de vache, elle va être vraiment condensée dans des espaces réduits, et donc l'environnement va traiter ce méthane de manière beaucoup moins efficace. Notamment parce que ça va réduire son exposition à l'oxygène et beaucoup plus condenser ses concentrations de méthane. Ce qui va faire la différence aussi, c'est que dans ces espaces plus vastes, déjà la bouse sera davantage exposée à l'oxygène, ce qui va permettre de mieux traiter le méthane, mais également à plus de bébêtes qui vont se nourrir de cette bouse, qui vont creuser des tunnels à l'intérieur et donc exposer encore davantage cette bouse et ce méthane à l'oxygène, ce qui va donc permettre à l'environnement de beaucoup mieux le traiter. Maintenant, il faut pas oublier que la France en particulier est une énorme terre agricole, on a le plus gros cheptel bovin d'Europe, ça représente 19% de nos émissions de gaz à effet de serre, pas l'élevage en soi, mais l'agriculture de manière générale, et même au sein du milieu de l'agriculture, l'élevage représente quand même une sacrée portion d'émissions de gaz à effet de serre. En plus, il est également intéressant de voir à quel point nos émissions de méthane ont évolué de manière très corrélée avec l'évolution du cheptel bovin en France, comme tu peux le voir sur cette courbe. Cela dit, encore une fois, la France est une énorme terre agricole qui ne produit pas que pour elle, mais également pour de l'export, c'est important de le retenir. Et donc ce qui va être intéressant, c'est plus de voir à l'échelle mondiale à quel point ces augmentations d'émissions de méthane sont dues à l'élevage de bétail et donc à la production de viande. Et bien la NASA s'est intéressée à ça et a analysé un petit peu tout ça avec des vues satellites, et il se trouve que les pics et les augmentations de méthane sont beaucoup plus dues à l'utilisation d'énergie fossile, qui est également lié à nos modes d'élevage et de production actuels, ainsi que aux rizières. Donc cet argument est un vrai problème, mais à l'échelle mondiale, le bétail, l'élevage de bétail, ne représente pas une grosse portion de nos déjections de méthane. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut minimiser en fonction du mode d'élevage de la viande consommée. Pour manger des animaux, il faut pouvoir les nourrir, non ? Donc si on produit de la nourriture pour nourrir ces animaux, ça serait peut-être tout simplement plus efficace de nous nourrir directement. Dans le cas du poulet et du porc, c'est totalement vrai et 100% légitime. Ce qu'il faut savoir, c'est que élevés dans des conditions naturelles, les poules vont essentiellement chasser des petits animaux, se nourrir de vers, de graines et de vont avoir un régime vraiment varié à base de choses que de toute façon on ne mangerait pas. Ceux qui ont des poules chez eux le savent et pourront témoigner en commentaire, une poule, ça bouffe tout. Il faudrait pas oublier que la poule reste le descendant direct et le plus proche cousin du T-Rex, et si tu n'as jamais vu une poule chasser une souris,
Bah, c'est maintenant chose faite avec cette vidéo, je te mets le lien en description si tu veux voir plus en détail, c'est assez impressionnant. Idem pour les cochons, qui sont vraiment capables de manger toutes sortes de merde. Littéralement, c'est un concept de toilette sèche chinoise. Je vais pas rentrer dans les détails, je te mets un lien en description si tu veux creuser le sujet. Dans la nature, ils mangeraient des restes, des plantes mortes, des carcasses d'animaux, ce sont des machines à recycler et parfois utilisées comme telles à bon escient dans des petites fermes, comme c'est le cas dans la ferme des Quatre Vents, que j'ai visité et que j'ai pu interviewer. Ça sera le sujet d'une vidéo prochainement. Bref, ils mangeraient tout ce que tu leur donnes, mais aujourd'hui, à moins d'acheter ton poulet ou ton cochon dans des petites fermes qui les élèvent de cette manière et correctement, ce qui est extrêmement rare, eh bien la plupart et la grande majorité, l'écrasante majorité des cochons et des poulets d'élevage sont nourris avec des graines et des céréales qui seraient comestibles pour l'homme et qu'on pourrait tout simplement manger à la place. Et le pire, c'est que c'est même pas ce qu'ils sont censés manger. Ça veut dire que quand tu vois une pub qui va clamer haut et fort que leur poulet a été élevé avec une diète 100% végétarienne, c'est pas une bonne nouvelle en fait. C'est plutôt un critère de mauvaise qualité de la viande et d'un poulet qui a été donc en mauvaise santé et donc qui aura de faibles qualités nutritives. Clairement, de tous les arguments, celui-ci est le plus légitime. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver ton cochon ou ton poulet sans contribuer négativement à l'impact environnemental. D'autant que ça implique un manque de respect pour l'animal qui lui-même sera en mauvaise santé et aboutira à un produit, à une viande qui sera mauvaise pour ta santé et de mauvaise qualité. Mais ce n'est pas vrai pour la viande bovine. Tu vois, le poulet et le cochon ont un système digestif assez similaire au nôtre qui est un système monogastrique. Ce qui veut dire que comme toi et moi, ils mangent leur nourriture, vont la digérer et la rejeter sous forme d'excréments. Nourriture qui rentre, digestion, paf, de l'énergie, des excréments, tout simplement. Mais les vaches, les chèvres, les moutons, les chevreuils, etc. sont ce qu'on appelle des ruminants. Et s'ils le voulaient, ils pourraient survivre juste en mangeant de l'herbe. Ce procédé est aussi fascinant que dégueulasse et ça leur permet de digérer à peu près n'importe quoi. En gros, ils vont stocker de la nourriture dans une partie de leur estomac, de leur système digestif, et ils vont régulièrement dégueuler dans leur bouche, il n'y a pas d'autre mot, pour remâcher à nouveau cette nourriture, la redigérer, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à la production d'énergie et l'excrément. Ce qui me permet d'embrayer sur une statistique vraiment intéressante, qui est que même les vaches non nourries à l'herbe, les vaches traditionnelles, ne sont nourries qu'à 14% avec des aliments qui seraient comestibles pour l'homme. Encore une fois, ce chiffre diminue drastiquement pour la vache nourrie à l'herbe. En fait, contrairement aux poules et aux cochons, c'est le job des vaches et des autres ruminants de digérer des aliments que nous, on ne pourrait pas manger pour en faire des nutriments et ensuite, nous, on pourra le consommer. Ça rejoint encore une fois l'interview fascinante que j'ai eue avec Guillaume de la ferme des Quatre Vents qui sera disponible très prochainement. Donc pour résumer, l'argument de la consommation d'eau dépend vraiment de ce que tu manges et n'est pas vraiment valable en comparaison à une alimentation purement végétale. Pour le méthane, c'est un vrai problème, mais dont l'impact varie énormément en fonction de l'origine de la viande que tu vas manger. Donc plus ta viande est industrielle et provient d'élevage intensif, plus elle va contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Idem pour l'utilisation des terres agricoles. Les élevages industriels sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser des terres fertiles, potentiellement fertiles, pour la production de viande. Et donc acheter leur viande contribue au problème. Quant à la consommation de nourriture, c'est un problème qui est surtout vrai et s'applique principalement pour les poules et les cochons. Maintenant concrètement, quelles sont les solutions pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire en tant que consommateur pour aller dans la bonne direction pour ce qui est de la consommation de viande? J'ai 4 étapes pour toi, 4 actions et c'est ce qu'on va voir maintenant. Petite parenthèse juste avant de passer aux solutions, plutôt centrées sur la santé, j'ai rassemblé les 5 habitudes après des années d'auto-expérimentation, les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie, qui ont le plus changé mon bien-être, et en tout cas celles que j'essaye d'appliquer le plus rapidement possible avec mes clients coaching. Tu peux les télécharger gratuitement via un lien que je te mets en description, également via une petite fiche à droite. Je ne sais pas combien de temps elles vont rester en ligne, donc je t'invite à les télécharger tout de suite si jamais ça t'intéresse. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Fin de la parenthèse, on passe aux solutions. Première solution, acheter un maximum de tes produits à des producteurs pratiquant l'agriculture régénératrice. Qu'est-ce que l'agriculture régénératrice? C'est en fait une agriculture qui va centrer sa production autour de la régénération, de la réparation de l'environnement et donc avoir son élevage au service de l'environnement et non pas l'inverse. Le bio, par exemple, est un pas vers
une agriculture plus régénératrice, même s'il n'est pas parfait. Là aussi, c'était le sujet d'une vidéo dédiée, petite fiche à droite si tu l'as pas vu. Un bon exemple d'agriculture régénératrice se trouve aux États-Unis. Oui, pour une fois, on peut les regarder en exemple. Faut dire que là-bas, c'est surtout des extrêmes qu'on trouve, mais c'est la White Oak Pastures, qui est en fait une ferme qui produit de la viande et qui va compenser 100% des émissions de l'élevage, des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage et 85% des émissions de toute la ferme. Et ça inclut le transport de la viande, la production, également les transports vers les revendeurs, etc., etc. Tout est inclus dans ce chiffre. Pourquoi on s'intéresse particulièrement à eux? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la seule étude à grande ampleur qui a été menée sur une ferme à agriculture régénératrice et qui nous permet de voir quels sont les impacts environnementaux d'un tel mode de production. C'est assez impressionnant ce qu'ils font, ils utilisent vraiment 100% de la bête, ils vont utiliser donc la viande pour produire de la nourriture, bien sûr, également la graisse pour faire des bougies, le cuir pour faire des habits, etc., etc. Je t'invite à te renseigner si jamais ça t'intéresse. Cela dit, ça me paraît important de mentionner que cette étude a été financée par General Mills, qui est un géant de l'agroalimentaire, et qui a financé cette étude après avoir fait l'acquisition de la marque Epic, qui elle-même se vantait de s'approvisionner en viande chez White Oak Pastures. Ce qui veut dire que de manière indirecte, il y avait un intérêt à promouvoir cette étude et à la financer. Ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise étude, ça veut pas forcément dire que ces découvertes ne sont pas pertinentes, mais voilà, simplement, c'est important de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Cela dit, tu vas forcément pas acheter de la viande chez White Oak Pastures si jamais tu es en Europe ou en France, mais en France, on a des exemples d'éleveurs, de fermes qui promouvoient cette façon beaucoup plus écologique de produire de la viande. C'est notamment le cas du bœuf d'herbe et de Pierre Inard, qui est un monsieur que j'ai mis en avant dans une vidéo. Je te mets un lien en description si ça t'intéresse, lebeufderbe.fr. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais toute ma consommation de viande chez moi vient de chez eux et j'en suis ravi. Deuxième solution, manger plus de bœuf que de poulet et de porc. Alors je sais, c'est complètement contre-intuitif, mais vraiment, avec toutes les recherches que j'ai faites pour cette vidéo, les données que j'ai vues, ça me paraît assez clair. D'autant que ces viandes sont également moins saines que de la viande rouge nourrie à l'herbe. Alors, c'est vrai que récemment, on s'est un peu plus tourné vers le poulet, d'autant plus, je pense que c'est surtout dû à ce bashing qu'il y a eu sur la viande rouge, cette peur aussi autour des graisses saturées, etc. Et cet amalgame qu'il y a eu entre la viande rouge industrielle et la viande rouge nourrie à l'herbe, on les a mis dans le même panier en disant c'était la viande rouge de manière générale. Là aussi, c'est pas le sujet directement de cette vidéo, mais ce sont des peurs qui sont complètement infondées. Pendant ce temps, on a des vaches qui se nourrissent d'aliments qu'on ne mangerait pas de toute façon et les recyclent en burger et en steak. Ce qui est plutôt pas mal. Plus sérieusement, à choisir entre les deux, c'est une alternative qui est bien meilleure pour l'environnement. Troisième action, faire attention au label des produits que tu achètes. Alors ça s'applique pas qu'à la viande, je parle des produits en général. Si tu ne connais pas le producteur personnellement et son mode de production, eh bien ça reste le meilleur moyen que tu vas avoir pour évaluer de la qualité de la production d'une viande, ou en tout cas d'un produit en général. Je t'invite à te renseigner sur les labels qui ont du sens. Certains sont plus bancals que d'autres. Voilà quelques exemples de labels qui sont pertinents en France. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, simplement, dans le doute, ils seront meilleurs pour l'environnement que des produits industriels. Quatrième action, la chasse. Alors oui, je sais, je vais clairement pas me faire des amis sur ce sujet-là, mais honnêtement, d'un point de vue purement et objectivement écologique, et au-delà de jugements moraux et d'opinions propres à chacun, ça reste le meilleur moyen de sourcer de la viande de manière écologique. Si après ce que je te dis, tu as quand même des arguments forts au niveau écologique et purement écologique et objectif vis-à-vis de la chasse, je t'invite à le dire en commentaire, je suis vraiment ouvert au débat. Et également dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo peut-être un petit peu plus complète sur le sujet. Le tout en prenant en compte le fait qu'il y a chasse et chasse. Alors je vais pas te faire une vanne en mode, bon un bon chasseur il voit un truc, il tire, mais c'est vrai que la partie médiatisée de la chasse n'est pas forcément représentative de ce qui se fait réellement sur le terrain. Certaines chasses sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement que d'autres. Maintenant, et d'un point de vue purement objectif, et ça rejoint un peu l'actualité récente qu'il y a eu sur les autorisations de chasse malgré le confinement, en fait les chevreuils et les sangliers, par exemple, c'est le cas en France, n'ont aujourd'hui plus de prédateurs naturels autres que l'homme. Tout simplement parce que, bah oui, c'est de notre sort, on a merdé, à cause de nous, il n'y a plus d'ours, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus de ces prédateurs naturels, et donc, bah, s'il n'y a pas d'action de régulation des populations, ce sont des animaux qui sont de toute façon soit condamnés à une mort
on va dire une mort en pleine souffrance de faim, qui vont mourir affamés par manque de ressources qui arrivent en général par rapport à une surpopulation, mais également qui peuvent entraîner des vraies conséquences écologiques. C'est le cas à Hawaï par exemple, il y a cette entreprise qui chasse du chevreuil parce que sur une certaine île, je crois que c'est l'île de Maui à Hawaï, qui est complètement surpeuplée de chevreuils, et il y a cette entreprise qui s'engage à abattre de manière éthique ces animaux, à les chasser pendant la nuit pour que ça soit moins stressé, etc. Et de faire en sorte que cette consommation de viande serve à un but écologique et un but de préservation de l'environnement, parce que si personne ne fait rien, les conséquences seraient assez dramatiques. Donc ces animaux peuvent soit être chassés de manière éthique, et je précise, j'insiste sur ce dernier mot, soit mourir de faim des conséquences de la surpopulation. Alors je sais, chasser n'est pas forcément à la portée de tous, mais si jamais tu as un ami qui chasse, ça peut être un bon moyen de voir avec lui si tu peux obtenir un petit peu de viande de sa part. Je trouvais important de le mentionner parce que ça sert quand même le propos final de la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ces 4 solutions? Est-ce que toi, tu en as également d'autres solutions à proposer? Je suis avide de nouvelles idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Pour conclure, au final, plus les consommateurs seront prêts à faire un effort financier, à payer un peu plus pour des produits alternatifs qui vont dans la bonne direction, plus on pourra développer cette partie-là et faire des progrès dans ce domaine, d'autant qu'on manque cruellement d'études sur notamment les impacts de l'agriculture régénératrice. Aujourd'hui, on cite beaucoup notamment celle de White Oak Pastures à l'échelle internationale, j'entends. Ça serait vraiment intéressant de voir d'autres études de ce type, financées également par autre chose que des industriels agricoles, pour démontrer à quel point, en fait, pour voir à quel point ça peut être une solution durable pour nourrir la planète. En attendant, applique-toi à trouver directement des fermes locales quand c'est possible, notamment via des AMAP, on a des super systèmes d'AMAP en France. Si tu veux manger de la viande, essaye de manger plus de bœuf que de porc et de poulet. Dépense ton budget alimentaire plus pour soutenir des initiatives qui vont dans le bon sens au niveau écologique, et libre à toi de te mettre à la chasse si ça fait partie de tes résolutions. Un petit détail qui me semble important quand même pour éviter toute mauvaise interprétation, je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument manger de la viande, je suis juste en train de te dire que la viande n'est pas forcément le problème et qu'il y a des manières de consommer de la viande de manière éthique et responsable. Du moins pour ce qui est de la problématique environnementale. J'ai énormément baissé ma consommation de viande cette année, notamment, j'en mange de moins en moins. Avant, c'était à tous les repas, maintenant c'est même pas une fois par jour. Donc encore une fois, mon message n'est pas de t'inciter à consommer de la viande, simplement à te permettre de nuancer les propos qui sont régulièrement faits à ce sujet et à voir un petit peu plus large sur la problématique et les solutions qui s'offrent à toi. Je pense qu'un monde 100% végétarien est totalement utopique. En revanche, un monde où les personnes qui ne veulent pas se passer de viande peuvent le faire tout en respectant un maximum l'environnement, ça me paraît un petit peu plus envisageable. Fin de la parenthèse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. C'est un super moyen de montrer à YouTube qu'un petit créateur comme moi fait du bon contenu. Également, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour surtout ne rien manquer des prochaines vidéos et expériences. D'ailleurs, pour celle-ci, je te dis à très vite. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie. Après des années d'auto-expérimentation, il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.